Par sa situation privilégiée et de tout temps, Martel, petite ville du Quercy, a été une riche cité marchande et un carrefour d'échanges commerciaux. Marguerite Guély, présidente de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, va raconter l'histoire du commerce en pays martelais. L'abbé Lucien Lachaiseray, historien médiéviste, et Laurent Wirth, historien contemporanéiste, ont accepté d'apporter leur concours à cette évocation. Raphaël Daubé, maire de Martel, conclura sur les perspectives locales du commerce en ce début du XXIe siècle. Madame Guély, à Martel, appelée Martellum dans le cartulaire de Basine, les origines du commerce remontent autour de l'an 1000. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce petit village s'est développé et est devenu une cité prospère? Alors d'abord, il faut étudier son nom. Martel, longtemps on a cru que c'était une ville fondée par Charles Martel, à la poursuite des Sarrasins, qui n'auraient sans doute pas réussi à battre à Poitiers. En réalité, c'est une légende, et il faut se demander ce que Martel est réellement. C'est simplement un carrefour. C'est un carrefour de routes. Une route d'abord très importante qui est la route nord-sud Paris-Toulouse. Elle passe par Martel jusqu'au XVIe siècle. Ensuite, c'est une route qui va de l'Atlantique à l'Auvergne et au Rouergue et qui passe donc le long de la Dordogne par des vieux villages, enfin des vieilles villas gallo-romaines, comme par exemple Souillac ou Vérac. Mais Martel est certainement beaucoup plus jeune. C'est une petite bourgade qui naît grâce à la fondation du monastère de Souillac, du doyenné de Souillac, par l'abbaye d'Aurillac, en Auvergne. Alors pourquoi cette abbaye d'Aurillac en Auvergne fonde-t-elle Souillac vers 900 ? C'est probablement parce que grâce à ce port, car Souillac est un port sur la Dordogne, le débarquement du sel peut s'effectuer assez facilement. Et à partir de Souillac, de ce doyenné, de ces religieux de Souillac, va naître une route qui mène vers Martel et qui croise précisément à Martel la route Paris-Toulouse. Donc Martel est tout simplement un carrefour de route. Grâce à l'abbaye de Souillac, ce carrefour de route va devenir très rapidement le centre du marché du sel. Ce sel est transporté par navire depuis l'Atlantique et l'île d'Oléron, vers Libourne ou Sainte-Foy-les-Grandes, puis remonte la Dordogne par bateau de rivière au moins jusqu'à Bergerac, d'abord grâce à la voile, puis tiré par des hommes ou des bœufs jusqu'à Souillac et Creys. Chacun des ports de la Dordogne peut voir débarquer du sel. Il est alors transporté à dos de mulets, et ces mulets donc convergent vers Martel. Les marchands vont donc devenir des marchands de sel. Alors l'abbaye de Souillac fonde donc deux églises, l'église Sainte-Madeleine et l'église Saint-Maur, et à distance, à une certaine distance de ce village, qu'on peut appeler le village de Sainte-Madeleine, s'installe un commerce du sel sur ce qui est maintenant l'avenue La Bessière, et qui s'appelait donc à l'époque le Monturu, c'est-à-dire l'endroit où les mulets débarquaient les sacs de sel sur des sortes de bancs qui servaient précisément à cet usage. On peut considérer que Martel constitue une sorte de marché de dispersion du sel. Vers Brive au nord, vers Vérac, Saint-Céré puis l'Auvergne à l'est. Cette marchandise peut aussi être acheminée en retraversant la Dordogne par Montvalon, vers Gramat et le Rouergue. Dans une de vos études, vous parlez d'un premier âge d'or du commerce à Martel. Comment se manifeste cet âge d'or ? Alors il va précisément se manifester grâce à ces marchands de sel
qui sont probablement des sujets de l'abbaye, des sujets du doyenné de Souillac, c'est-à-dire, dans un premier temps, ils ont dû être les fermiers et travailler pour l'abbaye. Et puis, dans un deuxième temps, ils ont probablement pris un peu leur indépendance et sont devenus des marchands pour leur compte. Alors, non seulement ils font le commerce du sel, mais ils font aussi le commerce des bestiaux, et en particulier dans les plaines, dans les prairies de la Dordogne et de la Tourmente, c'est-à-dire du côté de Creil, de Bluges, et puis aussi de Saint-Denis-près-Martel, ils élèvent des bestiaux. Et ces bestiaux, ils les envoient jusqu'à Paris. Autrement dit, c'est un commerce national important. D'autre part, ils possèdent également des terres sur les Causses, de Martel et de Gramat, et ils y font de l'élevage de moutons. Ils vont donc être non seulement des marchands de sel, mais aussi des marchands de viande. Et pour finir, on sait qu'ils ont pratiqué également un commerce en direction de Montpellier, en passant par Gramat, le Rouergue, enfin Villefranche-de-Rouergue et puis Montpellier. C'est une très vieille route de commerce. Et par ce commerce, ils ramènent en particulier des épices qui viennent de la Méditerranée, et même de l'autre côté de la Méditerranée, et ils ramènent aussi des tissus qui sont des tissus de très bonne qualité, d'excellente qualité. Donc c'est un commerce de gens très riches, qui sont évidemment une petite élite, ils sont peu nombreux, mais ils sont un peu les maîtres de la ville. Ils vont prêter de l'argent au vicomte de Turenne, qui est leur seigneur. Ils vont se construire toute une muraille, une première enceinte, et puis ensuite une seconde enceinte autour de ce qu'on appelle les barris, c'est-à-dire les quartiers extérieurs, et ils vont donc gouverner la ville. Non seulement ils prêtent de l'argent, mais également ce sont eux, les consuls de la ville, qui réparent les routes, ces routes de commerce qui leur servent, qui réparent les ponts, et en particulier des ponts comme ceux qui sont sur la Tourmente, car il n'y en avait pas, évidemment, sur la Dordogne. À l'époque, la Dordogne n'était traversée que par des bacs, c'est-à-dire des bateaux. Martel voyait passer toutes sortes de gens. En 1285, par exemple, un convoi d'argent de Philippe III le Hardi, fils de Saint-Louis, qui se rendait à Toulouse pour payer la solde des troupes engagées dans la croisade d'Aragon, j'ai trouvé le rapport des dépenses quotidiennes écrit en vieux français et phonétiquement en ce qui concerne les noms de lieux. Item, mercredi à Dondenac, 24 sous. Item, jeudi à Nazareth, 26 sous, 3 deniers. Item, vendredi à Martiau, pour un valet qui fut envoyé à Toulouse pour prendre notre hôtel et l'hôtel au Chartier, 5 sous tournoués. Item pour nos dépens. Item, samedi, au bac de la Dordogne, dessous Châtillot-Volant, Montvalon. Le symbole de cette richesse, c'est la Raymondie. La Raymondie, c'est le type de construction que ces bourgeois étaient capables de faire, qui était destiné non seulement à les loger, mais également à les utiliser comme sorte de galerie marchande. En effet, la Raymondie, c'est une construction qui est faite dans son rez-de-chaussée, et en particulier sur deux faces, c'est-à-dire la face ouest et la face
et la face sud de grandes arcades qui correspondent à des magasins de réserve de marchandises. Alors évidemment, on ne commerce pas à l'intérieur de ces magasins, on commerce à l'extérieur, et on commerce évidemment aussi les jours de marché et les jours de foire. Alors à cette époque, c'est-à-dire au Moyen-Âge, Martel a 2 foires. Une foire en novembre, le 2 novembre, et c'est une foire grasse, c'est-à-dire la foire où l'on vend les porcs, les châtaignes, les oies, tout ce qui servira pour les fêtes de Noël, et puis aussi pour la nourriture de l'année, parce que c'est évidemment du porc souvent qu'on va conserver. Donc une fête le 2 novembre, et puis une deuxième foire qui est mobile, c'est-à-dire qui correspond à des fêtes religieuses, et c'est le lendemain de l'Assomption. Autrement dit, c'est assez proche de l'été. D'autres fêtes ont également lieu à la Sainte-Madeleine, à la Saint-Maur et pour les saints des autres ordres religieux qui s'installent, comme les Cordeliers par exemple. Toutes ces fêtes sont l'occasion de faire du commerce. D'autres maisons de Martel également ont ce type de construction, c'est-à-dire des arcades au rez-de-chaussée, servant là encore de réserve à marchandises, et puis le premier étage avec une salle haute qui sert d'habitation au marchand et à sa famille. Et évidemment, ces maisons sont surtout sur la rue droite, qui était la rue principale, comme toutes les rues droites dans les villes du Moyen-Âge, également tout autour de ce qui était la halle, c'est-à-dire un bâtiment qui servait à la fois au consul et au marché régulier, au marché de grains ou au marché de sel. Tout ça, ce sont donc des rues commerçantes, mais il y avait aussi, même dans les barils, et en particulier dans le baril de Brie ou dans le baril de Souillac, des commerçants, là aussi, possédant des maisons à arcades. Les plus anciens vestiges sont ceux d'un hôpital, puis les restes des maisons en bois avec des colombages et aussi des échoppes d'artisans et de marchands qui présentaient leurs produits sur des vantaux mordant sur la rue. Puis des maisons plus importantes de bourgeois avec leur escalier à l'extérieur, en pierre, ou bien enchâssés dans une tour, ronde ou carrée, plus ou moins haute. On en compte un très grand nombre à Martel, beaucoup plus de 7, ainsi que des granges, des écuries. Il y a aussi évidemment les grands monuments de la ville, l'église Saint-Maur, romane d'abord, puis agrandie et réédifiée en style gothique avec sa belle verrière, puis le palais de la Raymondie, qui est un des plus beaux exemples conservés dans la région d'une architecture civile urbaine. Sans oublier la halle, reconstruite à l'extrême fin du XVIIIe siècle sur son ancien emplacement et où se tient toujours le marché. Tout cela constitue un ensemble remarquable. Cet âge d'or s'est terminé de façon assez progressive. Tout d'abord, il y a eu la guerre de 100 ans, c'est-à-dire que de 1350 à 1450, eh bien, les foires se sont ont ralenti. Elles n'ont pu se tenir que certaines années. Donc c'est une première raison qui fait que Martel a un petit peu perdu de sa gloire.
Ensuite, une deuxième raison est probablement plus importante. Les bourgeois de Souillac se sont réveillés. Ils se sont aperçus qu'après tout, ils pouvaient faire le commerce eux-mêmes de ce sel. Ils ont eu une idée assez intelligente de se fabriquer des bateaux qui ont permis de faire tout le trajet de Souillac à Libourne. Et donc, à partir de ce moment-là, vu qu'ils étaient les maîtres des bateaux, ils sont devenus aussi les maîtres du commerce. Et il semble que les bourgeois de Martel n'aient pas compris assez vite la situation. Néanmoins, ils sont restés des marchands de bestiaux remarquables. Ils ont eu tout de même une richesse assez importante. S'amorce maintenant, pour la vie économique et sociale de Martel, une deuxième période, de 1450, la fin de la guerre de 100 ans, à la Révolution. Mais au départ, d'abord, dans cette période, on parle d'un deuxième âge d'or. Oui, alors le deuxième âge d'or, il va durer à peu près une centaine d'années, c'est-à-dire de 1450, disons en gros la fin de la guerre de 100 ans, effectivement, jusqu'en 1550, c'est-à-dire le début des guerres de religion. Alors le symbole de cette deuxième âge d'or, c'est la réouverture des foires. En 1456, les 4 consuls de Martel font appel au roi des merciers, c'est-à-dire le personnage qui dirige les foires pour toute la région. Et ce roi des merciers, il est à Ausence, dans ce qu'on appelait la Marche à l'époque, c'est-à-dire une région qui était de langue française. Il va donc nommer pour l'Occitan, si l'on peut dire, un chevalier des merciers qui se trouve à Tulle. Il va donc placer les différents marchands suivant leur spécialité. Bien entendu, c'est aux merciers, c'est-à-dire aux vendeurs de bijoux, de fourrures ou d'objets précieux, qu'il va donner la meilleure place. Et cette meilleure place va de la rue Mercière à la Raymondie, en passant à côté de ce qui était l'ancienne halle, qui était surmontée d'une salle où les consuls délibéraient et également où l'on tenait la justice. Ces merciers sont accompagnés d'autres marchands. Et bien entendu, ce sont les marchands de tissus qui sont les plus recherchés. Alors il y a les marchands de tissus de France, et ceux-là se placent autour de la halle, des 2 autres côtés de la halle. Il y a ensuite les marchands de tissus de la région, qu'on appelle des marchands de tissus grossiers. Ils se mettent dans des coins qui sont un petit peu plus éloignés. Et puis, il y a toutes sortes de métiers qui sont représentés. Alors, par exemple, les peintiers, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des pintes en étain, ceux qui fabriquent des péroles, c'est-à-dire des chaudrons en cuivre, ceux aussi qui sont fabricants d'objets en fer, comme par exemple des chenets, de cheminées. Tout cela se place devant la Raymondie. Ensuite, dans la petite rue Senlis, on installe les marchands de fromage, de beurre et de sel. On occupe également la place de la Bride. Et cette place de la Bride, elle va être occupée par les marchands de cuir, et en particulier les marchands de cuir velu, c'est-à-dire les peaux d'animaux. Et puis on y met aussi les fabricants de sabots et tous les objets en bois. Il reste la rue droite, et la rue droite, elle va être consacrée à tous les marchands de souliers, qu'on appelait alors des savetiers ou des bottiers, et ils ont droit, eux, à toute la rue droite. Ce sont essentiellement les Limousins qui fréquentent ces foires, car les objets qu'ils fabriquent sont différents et complémentaires de ceux fabriqués par les Quercinois. Néanmoins viennent quelques marchands de Gramat, de Cahors et quelques-uns provenant de plus loin, de Villefranche-de-Rouergue. Cette réorganisation des foires nous donne une idée de la richesse de ce second âge d'or. Alors évidemment, le sel compte beaucoup moins, mais en revanche,
le fait que la vicomté de Turenne soit propriétaire de Martel, c'est un atout extraordinaire. Nous sommes à la période où les rois commencent à mettre des impôts, et en particulier Louis XI, qui a été un très bon récolteur d'impôts. La vicomté de Turenne est privilégiée, on n'y paye pas les impôts du roi, on n'y loge pas les soldats du roi, c'est-à-dire qu'en hiver, les casernes n'existaient pas à l'époque, les soldats du roi sont logés dans les provinces, en particulier les cavaliers à la campagne et les fantassins en ville. Donc les vicomtins ne payent pas d'impôts et ils vont donc se construire ou restaurer les maisons du premier âge d'or. Et ça va donner des maisons qui ont en général des fenêtres à meneaux, des grands porches d'ouverture, bref, un style beaucoup plus monumental. Et c'est la caractéristique de certaines maisons de la rue droite, comme par exemple l'hôtel de Briance, et puis un petit peu en retrait, la fameuse maison des Fabry. Les Fabry sont vraiment les plus riches bourgeois de Martel dans ce second âge d'or. La maison des Fabry, qui est donc la maison possédant la plus haute tour de Martel. Un troisième atout, le premier atout c'est donc les foires, le deuxième atout c'est la vicomté de Turenne, le troisième atout c'est essentiellement l'installation d'une sénéchaussée, c'est-à-dire d'un tribunal royal. Ce tribunal est installé au XVe siècle et va transformer Martel en ville de justice royale. De très nombreux officiers sont présents, procureurs, avocats, huissiers, etc. Bien souvent, ce sont des descendants des marchands de la première époque qui ont échangé la blouse pour la robe des magistrats. Eux aussi contribuent à l'enrichissement de la ville. Il existait, à côté des grandes foires, il existait toujours des marchés. En quoi se distingue-t-il par rapport à ces grandes foires, justement ? Alors, les grandes foires, elles sont passées au nombre de 5. Les marchés, c'est tout à fait différent. Le marché, d'abord, c'est un endroit où viennent les femmes, et les femmes de la campagne. Elles se rencontrent avec les femmes de la ville, et le but d'un marché, c'est de vendre des produits de première fraîcheur, dans le style comme maintenant, des légumes, des fruits, des œufs, des poules, et ainsi de suite. Bien entendu aussi, il faut que ce soit un jour fixe. Et à Martel, comme c'est une ville importante, elle a droit à 2 marchés par semaine, ce qui est beaucoup. Alors à cette époque-là, au XVe, XVIe siècle, c'était le mercredi et le samedi. Martel, avec son marché du samedi, a un petit peu la prééminence. Et ce marché, donc, concerne tous les villages alentours, non seulement de Martel même, parce que c'était une toute petite paroisse, mais également les paroisses voisines, c'est-à-dire Gluges, Murel et Louchat. Si on continue notre panorama historique, notre histoire du commerce, dans la deuxième moitié du XVIe siècle éclatent les guerres de religion. Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel impact finalement ont eu ces guerres sur le commerce en pays martelais ? Le même impact à peu près que la guerre de 100 ans. Parce que ces guerres de religion, elles se déroulent en grande partie dans le pays même, puisque le vicomte de Turenne est protestant et qu'il a transformé la vicomté de Turenne en fief protestant, alors que Martel est la seule ville de la vicomté, il y avait 7 villes en vicomté, c'est la seule ville qui sont restées catholiques. Donc la situation de Martel est assez difficile, elle est située en pleine vicomté protestante, elle est entourée de protestants. D'autre part, il y a, au cours de la guerre des guerres de religion, il y a des périodes de peste.
et des périodes de peste importantes, en particulier en 1587 et en 1592. Ce sont des pestes qui dépeuplent véritablement le pays. C'est donc, si vous voulez, presque plus grave que pendant la guerre de Cent Ans. Maintenant, nous allons entrer dans le XVIIe et XVIIIe siècle. Et ce que nous souhaiterions savoir, c'est quels sont les faits marquants de cette période dans le domaine du commerce, justement. Alors d'abord, une catastrophe pour Martel, c'est la déviation de la route. Henri IV décide en 1599 que la route royale, c'est-à-dire la route sur laquelle les paysans sont forcés de faire des corvées, la route royale passera par Brive, mais ensuite, au lieu de passer par l'hôpital Saint-Jean, Nazareth et puis Martel, va passer par Cressensac et par Souillac. C'est donc la seule route qui va être entretenue aux frais du royaume. Et forcément, une route très bien entretenue, pourvue de relais de poste et pourvue donc de chevaux que l'on peut trouver assez facilement à chaque relais. La route qui passe par Brive et qui vient vers Martel, passant par Nazareth et l'hôpital Saint-Jean, elle est simplement entretenue par le vicomte. Mais le vicomte est au plus mal avec les gens de Martel. Il faut dire que les bourgeois de Martel sont considérés comme les plus catholiques. C'est donc, si vous voulez, une ville hostile aux autres villes de la région. Martel va s'enfoncer petit à petit dans cette attitude, c'est-à-dire une attitude hostile à son seigneur, et une attitude où les officiers de justice prennent une place de plus en plus importante. Ils sont les seuls, par exemple, à diriger le consulat, à être consul, juge, avocat, huissier, et ainsi de suite, et ils évincent, ils font partir carrément tous ceux qui sont des marchands. Et alors, à plus forte raison, ceux qui sont des artisans, parce que les artisans étaient considérés comme encore moins importants que les marchands. Et ces artisans, à Martel, ils sont extrêmement nombreux. C'est une ville d'artisans, en réalité. C'est une ville d'artisans, et puis de quelques gros marchands, disons une dizaine de gros marchands. Au XVIIIe siècle, la situation change. Les économistes se rendent compte que le commerce et l'industrie sont une source de richesse essentielle. Ils sont partisans du libre-échange, c'est-à-dire du partage des marchandises. Leur rôle est primordial dans le développement du commerce et de l'industrie. Une réforme va être tentée en 1765. On va tenter de faire entrer dans les consulats, c'est-à-dire dans le gouvernement municipal, les marchands et même les artisans, et ça va être un échec. Parce que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, va véritablement empêcher toute entrée de ces commerçants. La révolution n'est pas loin. On le sent derrière ces propos. Effectivement, on voit aussi quand même que les bourgeois de Martel avaient quand même une forte personnalité. Alors, ils avaient une très forte personnalité. Est-ce que c'est ça qui les a attirés, puisqu'on voit se développer à ce moment-là toute une activité importante dans le judiciaire, du juridique? Est-ce que c'est ces principes-là qui ont pu expliquer que ça se soit beaucoup développé à Martel? Oui, c'est assez amusant. Le symbole, si vous voulez, c'est dans l'église Saint-Maur. Toutes les inscriptions qui sont marquées en latin tout autour de l'église, pour bien montrer que les bourgeois savaient parler le latin et le grec. Autrement dit, il faut vous imaginer quand même une bourgeoisie extrêmement orgueilleuse. Comme disait le vicomte de Turenne, il parle à grosses dents. À grosses dents. Et ils sont assez, donc, considérés comme assez insupportables. Aux côtés des marchands de Martel, dont quelques-uns parmi les principaux étaient en relation avec les grandes foires de Champagne, on trouvait des changeurs, des banquiers, des usuriers et des hommes de loi. En effet, dès le XIIIe siècle, le sénéchal du Quercy,
qui dépendait du roi d'Angleterre, seigneur féodal de la région, tenait des assises à Martel. Et si on faisait appel, on s'adressait au Parlement de Paris. C'est à la fin du XVe siècle, vers 1484, que fut instaurée à Martel une sénéchaussée secondaire dépendant de celle de Cahors. Cette sénéchaussée secondaire attira dans notre petite ville et dans ses environs un nombre considérable de gens de plumes, de lois, ou comme on disait, de robes. Une cinquantaine de personnes avec leurs familles s'installèrent dans la ville de Martel ou ses environs. Et ce fut un débouché pour les fils de marchands. Le tribunal sénéchal de Martel fut le débouché principal du XVIe au XVIIIe siècle. Et quand il était question de supprimer la sénéchaussée, ce qui est arrivé, cela suscita beaucoup d'inquiétudes. Un texte de 1768 nous dit que, vu le mauvais état des routes et le commerce peu florissant, je cite, « Il ne reste aux habitants de Martel que le choix entre les armes et les belles lettres. Cette double carrière a été fournie avec honneur par plusieurs d'entre eux. Parmi ceux qui embrassent le parti des lettres, le sénéchal trouve une foule de sujets pour remplir le nombre de ses officiers et pour composer un barreau digne d'éloge. On y est comme forcé par le sol d'être homme de loi. » Avec la Révolution, nous entrons dans une ère nouvelle avec l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles unités de mesure, de nouvelles monnaies. Quelles sont les incidences sur le commerce à Martel ? Alors pour commencer, la Révolution change tout, effectivement. C'est-à-dire que pour commencer, elle supprime les corporations, elle supprime les confréries, et tout ce qui formait le tissu social, soit des marchands, soit des artisans. D'autre part, les marchands cessent de s'appeler les marchands, ils s'appellent maintenant les négociants. D'autre part, ça c'est le premier point, d'autre part, la Révolution va changer aussi les mesures. On passe au système décimal, et en principe, donc, on va commencer à utiliser des kilos, des mètres, etc. En réalité, les gens ne vont pas accepter ce type de changement et il faut attendre 1832, c'est-à-dire plus de 30 ans après la décision d'adopter le système métrique, pour qu'un décret oblige tous les commerçants à renoncer à leurs mesures anciennes, les zones, les livres et les autres poids, et à les remplacer donc par des kilos et des mesures du système métrique. Bien d'autres choses sont changées. Lorsque on voit les recensements de 1815 à Martel, parce que ces recensements commencent à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un nombre incroyable d'anciens soldats, c'est-à-dire tous les gens qui ont entre 25 et 45 ans. Il faut imaginer l'ambiance, c'est-à-dire cette ambiance guerrière, qui va durer encore presque la moitié du XIXe siècle. Les hôteliers, les cabaretiers, beaucoup d'artisans sont également d'anciens soldats. L'atmosphère à Martel est relativement violente, et elle est violente jusqu'aux années du Second Empire, c'est-à-dire 1850. Les gens se battent, et quand les artisans ont des outils, ils sont particulièrement dangereux.
Alors Martel se met à être une ville d'artisans qui sont extrêmement nombreux. Ça va des métiers du fer, comme par exemple les serruriers, ensuite les métiers de la voiture, du transport, énormément de charretiers, de rouliers, de muletiers, les métiers de l'habillement qui sont extrêmement bien représentés, avec des tailleurs, des couturières, ensuite les métiers de bouche. Alors quelques boulangers qui ont remplacé les anciens fourniers d'avant la Révolution, parce qu'on commence à faire du pain professionnel, si on peut dire, au lieu de faire du pain de ménage. Et les fours, il y avait 4 fours à Martel avant la Révolution, ces fours sont petit à petit supprimés. Les boulangers donc vont les remplacer. Il y a par exemple vers 1815 4 ou 5 boulangers. Et puis il y a les bouchers. Les bouchers ont toujours été une catégorie très respectée et en même temps très dangereuse, parce que ce sont des gens violents. Et les 2 bouchers de Martel vont pendant tout le XIXe siècle se faire une guerre implacable. Ils sont 2, mais ils sont véritablement très hostiles, vous voyez, l'un à l'autre. Ces différents commerçants sont donc aussi obligés de payer ce qu'on appelle un octroi, c'est-à-dire un droit sur leurs marchandises. Et ils le supportent très mal. Il y aura des véritables révoltes lorsque, par exemple, les cabaretiers vont être obligés de faire peser leurs tonneaux, enfin de faire évaluer leurs tonneaux pour payer ce droit à l'octroi. Il va y avoir, en particulier en 1830 et en 1848, au moment des 2 grandes révoltes du XIXe siècle, de véritables émeutes à Martel. Les cabaretiers veulent vraiment faire la peau de ceux qu'ils appellent les ras de garde, c'est-à-dire les employés de l'octroi. On retrouve des artisans et des commerçants à peu près dans tous les quartiers, y compris les barils. Par exemple, vous avez dans le baril de Brive un boucher, un boulanger, des tapissiers, des fourniers, enfin tous les métiers. On a l'impression que la population s'est diluée vers les barils et n'est pas seulement concentrée dans la ville. Et puis les foires se multiplient. Les foires au XIXe siècle, c'est carrément une foire par mois, c'est-à-dire au moins 12 foires dans l'année. Ça cesse d'avoir de l'importance. D'autre part, elles se multiplient partout. Lorsque le chemin de fer s'établit, c'est-à-dire en 1862 par la vallée de la Tourmente et par Saint-Denis près Martel, toutes les stations ont leurs 12 foires par an. Et naturellement, ces foires attirent beaucoup de monde parce qu'elles sont près du chemin de fer et elles peuvent faire venir donc des marchands de l'extérieur. Petit à petit, donc, Martel se dépeuple. Oui. Alors que la truffe était présente depuis longtemps, comment peut-on expliquer que son marché se développe à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et participe ainsi donc à l'enrichissement oui. du Martelais? Alors la truffe, ça a été une rareté, quelque chose qui était vraiment réservé à la noblesse et même aussi au haut clergé pendant tout le XVIIIe siècle et pendant la première moitié du XIXe siècle. Seulement, à partir de la moitié du XIXe siècle, on commence à savoir les conserver et donc on va pouvoir les envoyer très loin. Évidemment, au XVIIIe siècle, on était capable d'envoyer une dinde truffée à Paris. En revanche, à partir de 1850 à peu près, on arrive à envoyer des truffes en Russie, aux États-Unis, en Angleterre, très loin. On dit que Martel a été le premier marché mondial de truffes. C'est exact? Ça me paraît une exagération martelaise. On va dire que Souillac, Martel, peut-être Gramat étaient des très gros marchés de la truffe, mais c'est très difficile à savoir. D'une part parce que la truffe n'était pas à l'époque, ne relevait pas des impôts. On ne payait pas d'impôts pour vendre des truffes et il y avait un marché quasiment clandestin.
Il y a des exagérations dans les deux sens. Il y a des gens qui vous diront qu'il y avait très peu de truffes et que c'était un petit marché, d'autres qui vous diront que tout Martel sentait la truffe et qu'on en voyait partout, puis qu'on en était écœuré et qu'on n'en voulait pas. Jusqu'en 1900, ça a probablement été, entre 1850 et 1900, une véritable richesse. Qu'en est-il de l'évolution du commerce de la noix? Il y avait des noyers. Ces noyers n'étaient pas comme maintenant des plantations. C'était simplement des noyers en bord de chemin, en bord de champs, qui étaient très importants pour les paysans parce que le bois de noyer est un bois excellent et que la vente de ces bois de noyer permettait de fabriquer des meubles de très bonne qualité. La noix elle-même, c'était purement une consommation locale. Et jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, c'est-à-dire 1862 pour les 4 routes ou Saint-Denis près Martel, et 1880, je crois, pour Martel, le chemin de fer à Lambert-Souillac, ce n'est pas véritablement un produit qui est de très grande négociation. C'est simplement un produit local. Et la fabrication d'huile est aussi une fabrication locale dans les moulins de la région. Si l'on veut mesurer l'évolution et le dynamisme d'une ville, rien ne vaut les indicateurs démographiques. Or là, on s'aperçoit que la déprise démographique de Martel est antérieure au XXe siècle, puisque au milieu du XIXe, Martel avait plus de 3000 habitants, et qu'en 1901, Martel n'a plus que 2165 habitants. Donc il y a eu une perte assez sévère de population. Là-dessus est arrivé bien sûr le choc de la Première Guerre mondiale. Alors l'exode rural, bien sûr, avait déjà fait beaucoup de mal sur le plan démographique à Martel et l'attrait des grandes villes, que ce soit Paris, Toulouse, Bordeaux, etc. Mais la Grande Guerre n'a bien sûr pas arrangé les choses, comme dans beaucoup de villes de cette taille. Là-dessus est arrivée la grippe espagnole, dont on peut mesurer les effets si on se penche sur l'état civil, parce qu'il y a effectivement, si on met à part les décès des morts pour la France, il y a une surmortalité importante de 6 personnes en 1918 et de 22 personnes au début de 1919. Il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a eu bien sûr un déclin des foires et des marchés, l'activité étant ralentie par la guerre, qu'il y a eu des dégâts dans les truffières. La chasse était interdite de 1914 à 1916 et il y a en plus beaucoup de sangliers qui sont venus, donc des zones qui avaient été ravagées donc, par les combats. Il n'y a pas eu de baby-boom à Martel, comme d'ailleurs dans pas mal d'autres villes, et là-dessus l'entre-deux-guerres n'a pas arrangé les choses. Alors il y a eu certes dans les années 20 une inflation qui a pu favoriser les paysans, mais les catégories aux revenus fixes ont été très touchées par cette inflation. La crise de 29 a aggravé bien sûr les choses. Alors bien sûr Martel n'a pas été aussi touché qu'un certain nombre de centres industriels, mais là les paysans ont été touchés par la baisse des prix agricoles. Alors, ce qui fait que la ville de Martel a été assez atone dans l'entre-deux-guerres. Marcel Balès, dans son livre, dit qu'il y a eu 2 maisons construites seulement à Martel, donc dans l'entre-deux-guerres. Alors, bien sûr, la truffe s'est maintenue, mais il y a eu un très net déclin de la production. On passe de 40 quintaux à peu près à 2 quintaux sur le marché en 1940. C'est seulement dans les années 60 qu'on assiste à un
une remontée démographique qui est liée aussi, bien sûr, au tourisme et au développement des résidences secondaires. Et depuis ces années 60, c'est effectivement les activités commerciales qui sont liées au tourisme, restaurants, bars, et effectivement aussi un certain nombre de boutiques spécialisées ou d'activités spécialisées comme le Petit Train qui ont permis le renouveau donc, de Martel qui aujourd'hui atteint une population de 1611 habitants. Voilà. Alors le commerce à Martel, c'est un sujet d'intérêt, de préoccupation majeur pour moi. D'abord parce qu'il y a un lien très fort entre l'histoire de Martel et le commerce, et puis parce que j'ai la conviction que le commerce, la question du commerce doit être au cœur de l'action publique. L'offre commerciale fait partie de la qualité de vie du territoire et à ce titre, elle intéresse directement nos concitoyens. Donc on va conduire un travail avec l'Université de Toulouse de réflexion globale sur le développement de Martel et ses perspectives pour l'avenir. Et la question du commerce sera traitée dans ce travail universitaire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'offre commerciale aujourd'hui à Martel ? Je crois qu'il faut d'abord dire qu'elle est polarisée. Elle est polarisée d'un point de vue spatial, mais également d'un point de vue fonctionnel. Et il y a au moins 4 secteurs qui sont assez bien identifiés. Vous avez le centre médiéval où il y a une spécialisation de plus en plus marquée de commerce à visée touristique, alors des restaurants saisonniers, des galeries d'art, des produits locaux, etc., qui sont des commerces qui tirent parti du patrimoine bâti de la ville, mais qui contribuent aussi à le mettre en valeur, mais qui nous conduisent tout de même à un modèle de développement très saisonnier, risquant à terme de faire du cœur médiéval un espèce de produit. Vous avez d'autre part le secteur de la route de Souillac, et de la Carrette, où là vous avez un commerce d'entrée de ville qui s'est développé autour du supermarché, une zone commerciale avec des commerces de commodité accessibles en voiture, avec des parkings, qui ont l'inconvénient de dévaloriser un peu au plan paysager l'entrée de ville, banalisant les espaces, mais qui apportent une vraie plus-value fonctionnelle pour les habitants de Martel et alentours, en offrant évidemment cette offre indispensable à la vie quotidienne. Donc ces commerces, cette zone commerciale limite notre dépendance à des villes plus grosses que Martel. Et évidemment, si nous n'avions pas ces commerces, nous serions contraints d'aller faire nos courses à Brive ou à Souillac. Vous avez ensuite la place Gambetta, l'ancienne place du marché au sel avec le cours des Fossés, où là on trouve au contraire un petit commerce de proximité, ouvert à l'année, rassemblé en écosystème. Le tabac, la maison de la presse, le boulanger, la pharmacie, l'épicerie, entre autres. Sur un axe passant, ces commerces sont utiles à la vie quotidienne et constituent aussi à cet endroit-là un espace de lien social, puisque les gens ont plaisir à s'y croiser, à échanger. Vous avez... néanmoins, il faut avoir à l'esprit que ce petit écosystème présente des fragilités et a besoin d'être conforté et voire d'être étoffé, parce que les commerces sont interdépendants et la fermeture de l'un peut affaiblir l'ensemble. Vous avez donc enfin un quatrième et dernier espace parfaitement défini, c'est la zone d'activité des Bourrières, où là on a une zone d'activité à vocation plus industrielle et artisanale autour de la Solève, Agricube, avec un aménagement important qui est prévu par Cobaldor. Juste rappeler que la recherche de foncier commercial à Martel, qui est rare, fait émerger de nouveaux secteurs, qui demain seront peut-être de nouveaux secteurs commerciaux. Je pense notamment au Cap de Ville, où on a vu l'installation d'IES, le magasin d'électroménager. Je pense au Capitani, où il y a aussi du commerce qui se déploie, et à la Fontanelle, dans le passage, évidemment, des touristes qui naviguent entre la cité médiévale et le train touristique. Alors, quelle perspective pour l'action publique demain? Comment on va agir en faveur du commerce? D'abord, il va falloir équilibrer le ratio entre, je le disais tout à l'heure, l'offre saisonnière et l'offre à l'année. Pour ça, il faut qu'on puisse mener une politique foncière et immobilière active, c'est-à-dire libérer des locaux commerciaux, et on va s'appuyer sur une convention avec l'établissement public foncier régional et avec la foncière commerciale de la région également, qui sont 2 établissements régionaux qui vont pouvoir nous aider à attirer de nouveaux commerces, à les aider à s'implanter dans le cœur de la ville pour diversifier l'offre et sortir de ce cloisonnement des secteurs commerciaux.
On va ensuite démarcher des enseignes ou des boutiques que nous n'avons pas aujourd'hui et qui font sens avec le territoire. Je pense à un magasin de cycle, par exemple, je pense à des équipements de sport, de pleine nature, etc. Pour ça, on va s'appuyer sur un manager de commerce qui sera embauché dans le cadre du programme Petite Ville de demain avec la communauté de communes et qui devrait nous aider à conduire ce travail. Nous allons d'autre part proposer un accompagnement au commerce existant vers le digital pour les inciter à adhérer à des plateformes de vente numérique. Nous allons travailler sur la requalification des entrées de ville pour aménager les espaces publics et les cheminements pour rendre plus agréable en fait la démarche d'achat qui consiste à se rendre dans les commerces. Et puis, je le disais tout à l'heure, l'aménagement de la zone d'activité des Bourrières avec Coval d'Or qui devrait permettre l'implantation d'entreprises là aussi pour créer un écosystème et conforter cette zone. Martel, c'est une belle endormie qui s'est réveillée probablement au milieu du XXe siècle, sous l'influence de plusieurs facteurs. Alors il y a par exemple la beauté de la ville. C'est une belle endormie, mais c'est une belle endormie qui a des maisons magnifiques, longtemps en ruine, longtemps laissées un peu à l'abandon, et puis qui maintenant se restaure et se repeuple. Ensuite, il y a l'amour du patrimoine qui est de plus en plus courant et qui fait que beaucoup de gens ont envie de venir habiter une région aussi agréable. C'est une ville où le tourisme et puis la joie de vivre sont manifestes et permettent à beaucoup de gens d'apprécier énormément cette région, cette ville.